Bonsoir à tous. Je suis Conin Bout. Je fais cette vidéo parce que j'ai des camarades qui m'ont demandé de me prononcer sur la sortie de KKB, sur le rapprochement du PDCI et du FPI, et puis sur la suspension de toute activité sur la Belgique, je crois. Voilà. Donc, soyez tous salués. Guy anticonformiste, soit salué. Steve Biko, l'ouragan, soit salué. Salomon le sage, soit salué. Maïli Ba, soit salué. Hervé Didier, soyez salué. Godi, cher frère Godi Thomas, soit salué. Et Sylvain de Bogou, soit salué. Et puis, à qui encore? Ouais, professeur Léon Saïri, soit salué. Bien. Ceci étant, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la sortie de KKB, mais je ne sais pas pourquoi les camarades veulent mon point de vue, mais je vais le donner, ce n'est pas aussi grave que ça. Voilà, de quoi s'agit-il? KKB a fait une sortie sur Sikinsi où il dit que, enfin, je vais dire ça de façon simple, comme je l'entends, pour que vous aussi, vous compreniez ça de la même façon que moi. Voilà. KKB dit que un Sawadogo, certainement burkinabé, qui vient travailler dans la plantation de nos parents, et qui, après des années, a son enfant qu'on pourrait appeler Dramano Daiko, qui lui aussi a fait son enfant, qui va appeler, disons, Ouattara. Donc on part de Sawadogo, Dramano Daiko, à Ouattara. Ouattara est de la 3e génération. Voilà. Mais KKB, dans son explication qui n'est pas très complète, parce que c'est un problème de nationalité et c'est un problème très complexe. Donc, il ne donne pas plus d'informations. Donc, nous allons juste essayer de spéculer et puis, bon, faire juste une petite analyse, pas très approfondie, parce que le code électoral et le code de nationalité, et puis, comme on appelle la nationalité elle-même, c'est un dossier très complexe, très compliqué. Bon, ça, c'est pas quelque chose que nous maîtrisons, mais nous allons essayer de décortiquer un peu et de chercher à analyser les propos de KKB. Voilà. Bien. Moi, ce qui me peine un peu, c'est que KKB est un universitaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est instruit et qui allait un peu loin à l'école. Donc, une sortie de sa part mérite beaucoup d'analyse et beaucoup de recul avant de faire une sortie pareille. Mais de nos jours, c'est à la mode, les gens ne réfléchissent pas trop. Mais ce qui me peine, c'est que KKB est un parlementaire. Voilà. Mais vous savez bien que c'est au Parlement qu'on élabore les textes, les lois. C'est au Parlement qu'on écrit les textes, qu'on écrit la loi. C'est au Parlement qu'on discute les textes. C'est au Parlement que, après avoir discuté, on approuve. C'est au Parlement qu'on modifie et on amende la loi. Alors, pour quelqu'un qui a été un parlementaire, avant de faire une sortie pareille, il ne doit pas le faire dans la complaisance. Il ne doit pas le faire de façon complaisante. Oui, il ne doit pas le faire avec légèreté. On ne le fait pas aussi par compassion. Oui. Moi, je vais prendre mon exemple à moi pour que vous compreniez très bien. Voilà, moi je suis né, disons, je suis né à Daloa, de père et de mère ivoiriens. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Donc, mon grand-père aussi, il est ivoirien. Mes arrière-grands-pères sont pratiquement tous ivoiriens. Voilà, donc, moi, je suis ivoirien 300%, on peut le dire, comme c'est les formules que vous voulez. Voilà. Donc, je suis né à Daloa, à échelle réduite. Je ne vais pas dire que, si on me demande d'où viens-tu et quelles sont tes origines, je ne vais pas dire, ouais, comme je suis né à Daloa, donc je suis bêté.
Voilà, pour réduire ça. Je ne suis pas bêté. Ce n'est pas le fait de naître sur un territoire, dans un endroit précis, qui te donne la nationalité, bien qui te confère la nationalité, bien qui fait de toi un citoyen de cet endroit-là. Voilà. Donc, je ne pourrais pas aller dire là-bas que je suis bêté. Quand on me demande de quelle origine, je regarde ici, mon père est Agni, ma mère est Agni, je dis je suis Agni. Ouais. Mais je suis né à Daloa. Si je suis né d'une mère bêtée et que je suis né d'un père Agni, je dirais je suis Agni, mais je suis aussi bêté. Oui. Ouais, les gens ont du mal à dire ce genre de truc parce qu'à l'époque, dans notre code, comment on appelle ça, dans nos tests de loi, c'était un peu difficile. L'autorité appartenait, ou bien le chef de famille appartenait à l'homme. Voilà. Donc quand tu es quelqu'un, quand tu as ta femme qui naît, c'est l'homme qui va faire les extraits de naissance, les papiers de l'enfant à l'hôpital, à la mairie, et puis, comment on appelle ça, soit à la sous-préfecture. Donc c'est ça qui a compliqué un peu les choses. Voilà. Mais quand un Burkinabé s'en va, et puis il va avec sa pièce d'identité, quand on lui demande tu es de quelle origine, tu es de quelle nationalité, c'est sur ses papiers qu'il est Burkinabé. Mais quand ta femme elle-même, elle est ivoirienne, mais tu leur dis aussi que ma femme est ivoirienne. Si ils n'ont pas obtenu cette nationalité automatiquement, ce qui devait être le cas, alors là, on peut le faire valoir. On peut faire valoir ces droits-là. Ouais, donc ça, ce n'est pas compliqué. Et celui qui est né là, on ne dira pas qu'il n'est pas bêté, n'est pas, par exemple, bêté, ou bien n'est pas djoukru, ou bien n'est pas ceci, cela, ou bien n'est pas ivoirien. Voilà le problème qui se pose. C'est vrai que, bon, jusque-là, on ne maîtrise pas la loi de 62 ou 72, était un peu complexe dessus, ça ne disait pas grand-chose sur ce côté-là. Voilà, donc c'était laissé aux législateurs, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, au service public de décider. Bref, on ne va pas aller dans ces détails-là. Maintenant, si quelqu'un dit que je ne suis pas bêté, parce que je suis né seulement à Daloa, alors donc je ne cherche pas à aller faire des histoires inutiles pour dire oui, forcé, je suis bêté, parce que je suis né là. Ouais. Quand on parle, il dit ouais, vous-même, vous êtes en Europe, là-bas, vous êtes des Européens, vous êtes ceci, vous êtes des Français, vous êtes des Britanniques, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Bon, il croit que la nationalité s'acquiert comme ça. Même quand tu es né ici, il y a une procédure. Si tes parents sont des Ivoiriens, par exemple, ben, tes enfants ne sont pas automatiquement, comment on appelle ça, européens, français, britanniques, et ainsi de suite, danois, ou bien je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une procédure qui est suivie. Et tout le monde suit cette procédure-là. Oui. Parce que si ton enfant est né, que toi tu es ivoirien, et dans les 2 semaines, ou bien 3 semaines, ou bien dans les 3 mois qui suivent, ou bien dans les 2 années qui suivent, tu prends ton enfant pour aller en Côte d'Ivoire, alors que tu n'as pas encore eu une stabilité, tu n'as pas encore eu la nationalité ici, mais tu vas avec la nationalité, de ta propre nationalité, c'est ce que tes enfants vont hériter. Ils vont hériter de ta nationalité. Maintenant, s'ils doivent avoir cette nationalité, ben, ils viendront voir les tests avec la loi britannique là-bas ou comme ici. Et puis, bon, ils vont se battre avec la justice. C'est à la justice de trancher. C'est aussi simple que ça. C'est pareil. Parce que Kakabe ne nous dit pas sur le Draman qui est de la 2e génération s'il est ivoirien ou pas. Parce qu'il peut être, tu peux être burkinabé et puis aussi être, comment on appelle ça, ivoirien. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas la double nationalité, mais il faut renoncer à l'une pour avoir l'autre. Et c'est comme ça. Bon, bref. Donc, ceci étant, ça ne devait pas poser de problème. Mais Kakabe cherche des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ce qui me peine un peu. Parce qu'en tant que parlementaire, il doit être un peu rigoureux sur la loi, il doit avoir un regard sur la loi. Il nous prend un exemple qui ne tient pas la route. Il dit que Obama, par exemple, qui a été président des États-Unis, il est kenyan aussi, donc on ne pourrait pas dire que Obama, pourquoi il a été président des États-Unis. Ouais, cet exemple ne tient pas parce que Obama est américain de mère. Voilà. Et encore qu'on ne sait même pas si son père est américain, parce que c'est possible que son père soit américain, parce que son père a épousé sa maman, la maman d'Obama a été épousée par Obama. Donc peut-être
On pourrait dire même qu'il a pris la nationalité américaine. Mais après, la maman d'Obama, il a épousé une autre femme aussi américaine, avec laquelle il est venu vivre quelque part ici, en Afrique, au Kenya, chez lui ici. Donc, il est possible que lui-même, il soit kenyan et en même temps américain. Alors, donc, on ne peut pas le mélanger à nos problèmes. Et puis, ce n'est pas un bon exemple. Voilà, pour moi, Obama n'est pas une référence. Donc, quand il prend le Obama, il a fait quoi pour l'Afrique? Son propre pays, le Kenya, comment on appelle ça, la terre de ses ancêtres, de ses parents, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Rien. Il ne représente aucune importance pour nous autres. Ouais. Donc, ce n'est pas notre référence, il ne peut pas être notre référent, comme on le dit. Obama, pour moi, il a été nul. C'est sous lui qu'il y a eu tous ces meurtres, tous ces machins. Et regardez un peu les autres présidents, comment ils s'appellent, les autres présidents américains ou bien les autres présidents européens. Quand ils se déplacent avec des hommes d'affaires pour aller faire des affaires. Quelle affaire Obama est venu faire chez nous en Afrique ici? Chez lui-même au Kenya, rien du tout. Donc, il ne peut pas être un exemple. La seule chose qu'il a faite ici, c'est d'avoir convoqué quelques petits Africains là pour aller rendre visite à leur maison ovale ou bien maison blanche. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Ouais. Parce qu'il a envoyé quelques jeunes Africains pour aller visiter seulement la maison ovale. C'est tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Alors, donc, lui, il ne peut pas être un exemple. Mais quand on parle de nationalité, s'il était né au Kenya, de mère américaine et puis de père kenyan, et que le Kenyan, qui est son papa, est allé faire ses papiers chez lui au Kenya, par exemple, et que sa maman n'a pas fait ses papiers à l'ambassade du Kenya, l'ambassade des États-Unis au Kenya, pour qu'il ait aussi la nationalité américaine, ben, il va se battre avec la justice pour acquérir sa nationalité. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, à tous les coups, ce serait comme ça. On dit, ouais, vous-même vous êtes là-bas, vous êtes des Européens, mais on n'est pas Européens pour rien. On n'acquiert pas la nationalité européenne comme ça dans le vide. Il faut suivre une certaine procédure. Je continue. Moi, mes deux enfants qui sont nés ici, ils sont européens. Je n'ai pas envie de dire l'endroit même où je suis même. Voilà, ils sont européens, disons. Et ils sont européens, ils ont la nationalité britannique. Ils sont européens. Bon, bref. Parce qu'ils ont la nationalité britannique. Mais je ne suis pas parti à l'ambassade pour aller déclarer la naissance de mes enfants. Moi, je suis ivoirien 100% ou 300%. Ma femme est ivoirienne 300%. Alors, on ne va pas à l'ambassade pour aller faire la déclaration de naissance ou bien pour aller revendiquer un certain nombre de droits là-bas pour faire valoir nos droits. Mais l'ambassade ne se promène pas de porte en porte dans toute l'Europe pour savoir qui est ivoirien et quel ivoirien vient de naître pour qu'on leur attribue la nationalité. C'est pas comme ça se passe. Voilà. Je suis parti en Côte d'Ivoire avec mes enfants dans la précipitation, très bien. Mais ils sont partis avec leur passeport britannique et autres. Mes enfants ont vu leurs grands-parents, ils ont vu leurs grand-mères, leurs cousins, leurs neveux, leurs oncles, tout ce qu'ils devaient voir. Ils ont fait des photos et tout ça. Dans l'esprit de mes parents, dans l'esprit de mes frères et sœurs. Ils sont ivoiriens 100%. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais non, parce que avoir la nationalité d'un pays, ce n'est pas une question de conviction. Ce n'est pas que ouais, tu es né dans tel endroit, donc effectivement tu l'es. Et tu es européen, tu es français, tu es ceci. Non. Ils ont vu, ils savent bien que je suis ivoirien. Mais je ne sais pas, si je ne les ai pas déclarés à l'ambassade et que je suis parti en Côte d'Ivoire avec eux et que vous avez fait les photos avec eux, vous les connaissez, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont ivoiriens. Oui. Qu'est-ce qu'ils attestent? Rien. Donc mes enfants ne peuvent pas être ivoiriens. C'est pas parce que, comment il s'appelle, Kassoum Ouattara, ou bien Steve Biko Louragan me connaît, ou bien Godi Thomas, ou bien comment il s'appelle, Sylvain de Bougou, il me connaît, ça bien que je suis ivoirien, que mes enfants sont forcément ivoiriens. Non, il faut que j'ai rempli les conditions et que j'ai suivi la procédure.
Alors je m'en vais au pays là-bas, ma grand-mère lui donne de la terre, il est en train de cultiver. Et on dira que ouais, j'ai donné la terre à un Ivoirien. Mais non, il faudrait qu'il prouve. Pour qu'il prouve, il ira là, comment on appelle ça, à la justice pour aller faire valoir ses droits. Et c'est la justice qui va trancher. Alors que c'est très simple que je fasse une déclaration et que je parte à l'ambassade pour régulariser. C'est fini. C'est ce que les autres doivent faire quand ils sont chez nous. Alors ça, on ne se tue pas, on ne court pas, on ne poursuit pas les gens à la machette pour voir ça. Ouais. Donc quand les gens nous disent qu'ils doivent avoir la nationalité à tous les coups, non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc je vous donne ces exemples pour que vous compreniez que ça ne s'obtient pas automatiquement comme ils sont en train de le dire. Voilà. Donc moi, mes enfants, ouais, si je ne les déclare pas, ils ne doivent pas être ivoiriens. Donc il faudrait qu'on comprenne ça. Voilà. C'est très simple. Donc KKB, je pense qu'il s'est trompé, il n'a pas suffisamment réfléchi avant de décider ou bien avant de prendre position. Bon, je ne sais pas ce qui l'emmène à sortir, parce que de nos jours on sort n'importe comment parce qu'on est pourchassé, parce qu'il y a des injonctions sur les uns et les autres. Ouais, mais sinon je crois que c'est fourvoyé. Voilà. KKB, on n'acquiert pas la nationalité d'un pays juste parce qu'on est né là-bas. Voilà. Donc, et ici en Europe, voilà le dernier point que je voudrais soulever. Ici en Europe, quand tu n'es pas marié à la femme, tu ne peux pas établir, ce n'est pas toi qui vas établir l'extrait de naissance de l'enfant. Voilà, tu peux vivre dans la même maison avec elle, elle s'en établit, faire les papiers de l'enfant, et puis elle met père, elle met rien. C'est-à-dire que tu n'es pas le père, elle ne dit rien du tout. Voilà. Donc, c'est elle qui établit, ce n'est pas l'homme. Pour que l'homme établisse l'extrait ou bien les papiers de l'enfant, il faudrait qu'il soit marié. Alors si elle s'en va et puis elle n'a pas mis ton nom, eh bien, toi, pour faire valoir tes droits, pour reconnaître la paternité, tu vas aller faire un test ADN. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est comme ça. Tu iras faire des tests ADN. Elle est libre de mettre le nom de qui elle veut. Voilà. Elle peut mettre elle-même son propre nom sur les papiers de l'enfant et puis il n'y a rien. Maintenant, toi, que tu vives avec elle, que tout le monde vous voit ensemble tous les jours, dans toutes les toilettes ou bien dans tous les machins, ça c'est votre problème. Hein? Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que tu n'es pas sur les papiers. Et puis, bon, toi, pour faire valoir tes droits, il faut aller à la justice. Voilà. Mais tu ne cours pas pour aller chercher un mouton, pour aller donner au juge, pour que le juge puisse t'établir un papier. Voilà. Ou bien tu ne cherches pas un poulet pour chercher le juge pour lui donner. Ah oui, vous aimez trop ça. Ce n'est pas comme ça, c'est de la justice. Donc, ça se règle à la justice. Voilà. Ce n'est pas une question de conviction, comme je le dis, c'est une question de droit. C'est une question de loi et de droit. Voilà. Donc, ceci étant, je crois que si vous réécoutez, vous écoutez bien ce que je viens de dire, ça sera un peu clair dans votre tête. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question qui est le rapprochement entre le PDCI et puis le FPI, je crois bien que c'est un rapprochement qui dérange. Hein. Oui, ça dérange sérieusement. Parce que ça ruine tous les espoirs du RHDP uni ou bien je ne sais pas si c'est RDA uni. Bon, ça c'est leur problème. Ouais. Ce que vous avez fait là, si vous croyez que c'est de l'amusement, on va vous faire la même chose. Voilà. À l'époque, vous avez dit Bédier faisait 25, Ouattara faisait 32, ça faisait 57%. Voilà. Vous dites que Babo ne pouvait pas gagner. S'il gagne, il a triché. Voilà. Vous êtes parti, mais Babo a fait 46%. Dans vos calculs, là, il a fait 46%. Vous, au lieu de 57, vous avez fait 54%. Vous voyez? Voilà. Mais on ne va pas s'attarder sur les 46%. On prend 38 plus les 25 de Bédier, ça nous fait 63%. Donc comment? Venez nous dire comment Ouattara va gagner les élections de 2020. Là. Il fait comment pour les gagner? Oui. Il avait un RHDP DPC démembré. Parce que c'était avec vous tous ensemble. Et le PDCI, tout cela, et puis vous avez fait seulement 57 et 54%. Maintenant, le PDCI se retire. Mais il y a Soro Guillaume aussi qui se retire. Anaki Kobena avec ses 17 000 ou bien ses 11 000
voit, et je crois qu'il se retire aussi. Bon, il ne reste plus que vous et Mabri Touakeuse. Mabri Touakeuse là, il représente 176 000 personnes seulement. Il n'atteint même pas 200 000. Donc Ouattara, il fait comment pour gagner les élections de 2020? Venez nous dire ça. C'est pourquoi il veut se retirer. Or les autres là, ils ne pèsent rien. C'est qui? Adama Big Togo? Ou bien Gon Coulibaly? Ou bien l'autre là, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko. C'est ça non? Ahmed Bakayoko. Ou bien c'est lui? C'est eux. Dites-nous, qui peut venir se présenter en 2020 pour gagner quelqu'un? Gon Coulibaly. Il faudrait qu'il représente quelque chose. Donc c'est parce qu'il ne représente rien et tous qui pensent que c'est Ouattara qui doit venir être leur candidat. C'est pourquoi ils se battent pour que Ouattara se maintienne là. Parce qu'eux, ils ne représentent rien. Et c'est pourquoi nous on disait à l'époque qu'il n'y avait rien en face. Et il n'y a toujours rien en face si ce n'est pas Ouattara qui va venir encore. Mais Ouattara là, comme je viens de le démontrer ici, il fait comment pour gagner? Si nous on se met ensemble. Alors tout ça leur fait mal. Mais on va se mettre ensemble bien. Et puis il n'y a rien. On va se mettre ensemble. Voilà. On va créer ça. Et puis cette plateforme-là, on va l'utiliser pour aller vous battre, pour vous arracher aussi le pouvoir. Et c'est comme ça que celui qui gagne au premier tour, voilà, l'autre va le soutenir. Et puis voilà, que ce soit le PDCI, que ce soit le RDR, que voilà, bon, ce Rhodium, lui, je n'en sais rien pour le moment. Ouais, ce Rhodium, présentement, on ne sait même pas ce qu'il pèse, mais ce qui est sûr, il avait ses forces nouvelles. Et si ça pèse 1% ou 2%, on n'en sait rien. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas trop spéculer. Mais on va avec ce que vous aviez, 32%. Voilà. Mais 32%, peut-être ce Rhodium même fait 5% ou bien 7%, on ne sait rien. Donc là, vous ne pouvez pas gagner sur papier, à moins d'utiliser la fraude. Et c'est de ça que nous on parlait. Il n'y a que la fraude seule qui va vous permettre de bouger. Voilà. Mais vous voulez utiliser la force, mais détrompez-vous, ça ne marchera pas. Ouais. Parce que vous croyez que vous avez la force, vous n'avez pas la force, allez-y demander à Soro Guillaume. La dernière fois, je voulais parler un peu de ça, mais Soro Guillaume, hein, avec ses 130 000 combattants, il est venu croiser à Abidjan ici moins de 5 000 combattants, moins de 5 000 personnes qui les ont affrontés. Et ils n'ont pas pu gagner la guerre. Enfin, je dis la guerre et l'affrontement. Ils n'ont pas pu gagner. Si ce n'est pas l'armée française qui est venue tout changer la donne. On n'a pas engagé l'armée à faire la guerre contre qui que ce soit. Et c'est ce que les gens cherchent. Ils ont cherché à la Cour pénale internationale partout. Bensouda, elle a pris tout l'argent du monde entier pour venir en Côte d'Ivoire. Elle a auditionné plus de 400 personnes. Hein, elle a trié les partis avec. Elle a retenu 140. 140, hein, comment on appelle ça? On a payé leur billet d'avion. On les a logés, blanchis, nourris. Hein, vacances gratuites. Tout cela c'est gratuit. Ils ne sortent pas un rond pour venir se promener et pour venir témoigner. Ils ont présenté leur témoignage. On les a aidés à arranger. Mais tout ça, ils sont partis à la cour là-bas, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils n'ont rien prouvé. Alors, avec tout ça, ils cherchaient un seul élément où le président Gbagbo a donné un seul ordre quelque part, un ordre écrit ou bien n'importe quel ordre. N'oubliez pas que au palais, à la résidence du président, il y avait, comment on appelle ça, les informateurs qui étaient là-bas, ceux qui s'occupaient du système de communication étaient des Français. Mais ils n'ont rien pu avoir. Ils sont partis qu'à Mama, où ils sont partis fouiller là-bas. Ils ont tout dérobé, ils ont tout volé. Ils ont tout volé jusqu'à Mama. Ils ont volé à Abidjan ici. Ça ne les a pas suffi. Ils sont partis qu'à Mama pour aller voler là. Ils ont cherché, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Mais le président Gbagbo n'était pas en guerre contre quelqu'un. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous devez comprendre. C'est aussi simple que ça. Ouais. Demandez à Soro Guillaume ce qu'il a découvert au palais présidentiel. Nos dauphins. On a des dauphins qui étaient là. Oui, on a des requins qui étaient là. C'est-à-dire qu'une seule détonation à l'hôtel du Golfe, détonation simple, là, le bruit là, ça tue l'homme. Ouais. Et quand ça remue les bâtiments là aussi, ça tue l'homme. Ouais. L'armée n'a pas été engagée. Même quand vous avez l'armée française pilonnée à Kouedo ne s'est pas engagé dans la guerre. C'est quelques individus
quelques Ivoiriens qui ne voulaient pas laisser, ils ne voulaient pas que des assaillants, des gens qui ont tué et qui ont utilisé la force viennent là. Ils n'étaient pas plus de 3000, ils étaient moins que ça, moins de 5000. Le plus grand contingent se trouvait à Yopougon. Mais Dogo voulait au plateau ici, c'est 300 gars, vous ne pouvez rien faire. C'est les petits étudiants là, hein, une centaine, cinquantaine sur le campus, hein, une cinquantaine devant Mermoz ici, une cinquantaine de personnes vers la télévision ici, ils vous ont mis en déroute. Allez-y, demandez à Soro Dion, il va vous faire les statistiques. Et puis vous allez venir, vous allez réfléchir avant de venir faire quoi que ce soit. Il faudrait que vos 130 000 hommes là, c'est ça qui peut faire quelque chose à quelqu'un ici. Ça ne ferait personne. Parce que il faudrait que vous avez acheté des armes et que c'est eux ceux qui vont les avoir. Mais faites attention. Là où vous êtes en train d'emmener la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aspirent à la paix. Ils aspirent à la tranquillité. Mais il ne faut pas venir faire un passage en force pour dire oui, j'ai utilisé la force, je vais venir utiliser la force encore pour m'imposer. Ça, c'est pas possible. Voilà, on ne va pas l'accepter. Parce que, je le dis, parce que ton troisième mandat là, tu détiens ça où? Tu tiens ça d'où? Voilà. Ouattara parle de troisième mandat. Et ça, c'est ça qui est un problème. Nos journalistes font pas ils jouent pas leur rôle. Le journaliste, on dit la presse devait être le quatrième pouvoir. Mais essayez. C'est vrai que c'est difficile. Les gens, ils le disent comme ça. Mais forcez les choses pour que ce soit une réalité. Quand Ouattara dit ça là, allez-y lui demander. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Il dit ça est dans la Constitution. Nous, on a essayé de parcourir la Constitution. On n'a pas vu ça quelque part. Peut-être qu'on n'a pas tout lu ou bien on n'a pas bien lu. Mais demandez-lui. Ça il va nous faciliter, nous tous, la tâche. Il détient ça d'où? Ça ne découle pas de la Constitution. Voilà. Mais là encore, souvenez-vous, Ouattara a été candidat à titre exceptionnel, où on a fait appel à l'article 48 pour qu'il soit candidat. Ouattara qui disait que c'était la xénophobie et que l'article 35 a été source de discrimination et que c'était des ivoirités qui avaient, comme on appelle ça, conçu cette constitution. Il est venu mettre dans sa constitution tous ces mêmes thèmes-là. Il a enlevé seulement le et il a mis le ou. Donc, le candidat à l'élection présidentielle doit être de père ou de mère ivoirienne. Mais l'élément important ici, c'est eux-mêmes d'origine ivoirienne. Voilà. Donc, vous voyez que Adama Daïko, qui a été candidat en 2010, ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas, il est ivoirien, mais pas d'origine. Il n'a pas de parents qui est originaire, qui a les origines ivoiriennes. Donc, quand un Adama Daïko comme ça, quand on va lui dire qu'il n'est pas éligible, et c'est ce que le Conseil constitutionnel fera, il ne va pas chercher à prendre des mitraillettes pour aller mitrailler des gens en courant pour dire ouais, c'est des ivoirités, c'est des pro-Gbagbo, ou bien c'est des pro-Bédié. Donc il faut les décapiter, il faut les tuer. Ce n'est pas comme ça se passe. Ouais. Donc Ouattara, de la même façon que cet article existe là, il faut venir nous démontrer que tu es de père ou de mère ivoirienne. Ce n'est pas vrai. Il faut le démontrer. Parce que en 2015 là, l'autre a trouvé une formule mathématique. Mathématique, c'est mathématicienne ou bien mathématique, et une formule de mathématiques pour venir nous dire que tu étais candidat par dérivé. Bon, les mathématiciens savent ce que ça veut dire. Ouais. On n'est pas allé plus loin. Vous voyez? Mais il va venir nous sortir quoi? Parce que l'argument de la troisième république, c'est un slogan. Je le répète, c'est un slogan. Et on ne devient pas éligible sur la base d'un slogan. Oui, c'est écrit où? Que c'est la troisième république. D'ailleurs même c'est écrit où? Ben, ça n'est pas dans la Constitution. C'est écrit où qu'on est passé d'une république à une autre, donc d'une troisième république. C'est comme ça dans les esprits. Donc c'est une vue d'esprit. Mais ce n'est pas un article de la Constitution. Maintenant, par rapport aux lois, je ne sais pas, parce que les lois qui sont cachées dans des endroits là-bas, ça, bon, d'autres personnes qui ont lu ça peuvent vous savoir. Mais sinon, pour nous, vous savez, mais lui il parle de la Constitution. Nous, on a lu la Constitution, j'ai essayé de lire la Constitution, ça n'est pas dedans.
Donc, pour un slogan, il ne peut pas être candidat, il n'est pas éligible sur la base d'un slogan. Oui. Ah ben, on a écrit une constitution, on a écrit une nouvelle constitution, ou bien on l'a modifiée. Donc, parce qu'on l'a modifiée, on est passé à la Troisième République. Donc, comme on l'a passé à la Troisième République, moi, je peux être candidat, je peux prendre 3 autres mandats, 4 autres mandats, 5 autres mandats, comme je veux, patati patata. Donc, chaque fois qu'il y a un petit machin, je peux changer la constitution et puis je suis éligible à tous les coups. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc, tu ne pourras pas utiliser la force pour t'imposer. Voilà. Il faut venir nous dire c'est quel article de la Constitution qui dit que tu peux être éligible. Il n'y en a pas. Voilà. Donc tu ne peux pas faire un passage en force. Si tu veux le faire, on verra bien. Donc nous on attend ce que les juristes vont dire et les journalistes doivent aller interroger les gens. Ils sont là-bas. Il y a plein de juristes. Vaudier il est encore vivant. Comment l'autre là il s'appelle Uraga Obu qui a écrit la Constitution là. Mais il y a plein de... Même les universitaires là. Il faut aller leur demander. Ils vont expliquer. Il y a plein de juristes dans le coin. Il y a plein d'intellectuels même, pas forcément des juristes, qui sont là. Il faut leur demander leur point de vue, il faut les interroger pour que les gens s'expliquent. Ouattara dit c'est dans la Constitution. Tout le monde peut la lire. Donc, ils vont donner leur point de vue, ils vont se prononcer. Peut-être que c'est un article quelque part, un alinéa que nous n'avons pas lu parce que nous étions fatigués ou bien n'avons pas pu lire. Patati patata. Donc, faites votre travail. Voilà. Donc, Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Mais s'il veut le faire, peut-être encore par dérivé, on ne sait pas. Donc on attend pour voir. Ouais. Mais nous, que tu changes la CEIO, que tu ne changes pas, que tu modifies, que tu ne fasses rien, on ira aux élections. Ça là, il ne faut même pas te tromper. Il ne faut pas croire qu'on a boycotté. Ouais, si on fait comme ça, le FPI, ils vont boycotter. Tu plaisantes. Voilà. Tu plaisantes. Ouais. Tu es dans la plaisanterie. On ira jusqu'au bout, hein, toi. On ira aux élections avec tes propres règles ou sans tes propres règles. On ira, 2020 là, on ira aux élections. Bien même avec toi, on ne peut même pas te lâcher d'une semelle. Voilà, il faudrait qu'il soit clair dans ta tête. Hein. On ne va même pas te lâcher d'une seule semaine. On ira aux élections à compte avec toi. Voilà. Il faut venir dire que tu es candidat, ou bien il ne faut pas dire, mais il ne faut pas croire que tu vas tout faire. Parce que nous, on sait que tu nous fais regarder ailleurs pour que tu fasses autre chose. Tu nous fais regarder dans une direction pour que tu fasses autre chose ailleurs. Ça ne marchera pas. Parce que la CEI, la coûte que coûte, tu vas, comment on appelle ça, tu vas modifier. Voilà, mais tu fais durer le plaisir pour qu'on ne regarde pas ailleurs. Mais on va regarder ailleurs. C'est ça là, c'est le dernier de nos soucis. On ira aux élections avec toi. Il faut que tu retiennes ça. On ira aux élections avec toi en 2020. On ne va pas te lâcher d'une semaine. Et là-bas, tu ne vas pas gagner quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, ceci étant, on va passer maintenant au troisième point. Voilà. Je crois que j'ai été suffisamment clair sur ce point-là. Voilà, du troisième mandat de Ouattara, pour ne pas dire, comment on appelle ça, le rapprochement entre le PDCI et le FPI, qui est une très bonne chose. Voilà, qui ruine tous les espoirs de ceux-là. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est des gens, 1, 2, 3, ils aiment corrompre les uns et les autres. Voilà. Bref. Maintenant, là où je vais décevoir un peu les uns et les autres, c'est sur, comment on appelle ce truc-là, sur la suspension de toute activité sur la Belgique. Voilà. Moi, je suis très respectueux des tests. Je suis militant du Front populaire ivoirien, du FPI. Voilà. Je suis un militant formé et je suis un militant discipliné. Voilà. Je connais la hiérarchie. Voilà. On ne va pas faire un référendum avant de prendre les décisions, avant que nos dirigeants ne prennent des décisions. Ils peuvent consulter et autres, tout ça. Mais nous leur faisons confiance pour prendre de bonnes décisions. Voilà. Mais là où je ne suis pas d'accord, parce que les gens croient qu'il n'y a pas de maire, oui, ils vont dire, mais pourquoi il y a un maire? Non, 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 il doit y avoir un maire. Ce n'est pas compliqué, je ne vais pas contre ce qu'ils disent, mais j'appelle à la vigilance. Voilà. Nous sommes des militants et nous savons, voilà, nous savons que nos dirigeants peuvent subir des pressions. Voilà, parce que moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. En quoi faire des manifestations sur la Belgique? La Belgique qui est le siège politique de l'Union européenne.
en quoi faire des manifestations là-bas, hein, va jouer sur je ne sais pas quoi, ça va entraîner quoi, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne peux pas donner des mots, mais je peux pas mettre les choses dans la bouche des gens. C'est quoi exactement? Par exemple, je n'ai pas encore entendu un petit bruit qui dit quelque chose, que ça va entraîner quelque chose. Ça va entraîner quoi? C'est quoi exactement? Ou bien ça va déranger quoi? C'est quoi on ne veut pas déranger? C'est quoi exactement? Donc il faudrait qu'on se pose la question. Est-ce que le président Gbagbo subit des pressions? Ça là, c'est à ça qu'on ne peut pas répondre. Peut-il subir des pressions? La réponse est sans équivoque. C'est oui. On peut faire des pressions sur le président Gbagbo et ça, nous le savons. Nous, en tant que militants, nous le savons. Tout le monde le sait. Il y a trop de pression. Or, une décision prise sous la pression, toute décision prise sous la pression est nulle et de nul effet. Vous le savez, sous la contrainte. Mais ceux-là, ils te tiennent toujours, ils exercent la pression et la contrainte des menaces. Mais comme ce n'est pas sorti au grand jour, quand ça ne sort pas au grand jour, personne ne sait. Ouais. C'est un peu ça. Si Soro Guillaume n'était pas venu dire que Ouattara, il l'a rencontré une ou deux fois et que Ouattara a réclamé sa démission, personne n'allait savoir que Ouattara est derrière en train de lui demander. On a vu seulement Big Togo qui lui demandait de rendre le tabouret. Mais il ne peut pas rendre le tabouret à Big Togo. On s'en fout de Big Togo. Il peut vociférer, mais ça ne nous dit rien. Ouais. Mais seulement Soro, il n'a pas poussé le bouchon un peu plus loin pour que Ouattara lui-même, là, il s'implique véritablement. Aujourd'hui, quand on parle, on dit ouais, c'est Soro lui-même qui a démissionné. Parce qu'il n'y a pas de place pour cela. Il n'avait qu'à attendre la fin, la prochaine section ordinaire pour que Soro rende sa démission, mais non, il a précipité. Et sans même respecter, comment on appelle ça, l'article 95 de cette constitution-là. Donc, il y a deux députés qui ont soulevé ça, mais Soro a balayé du revers de la main parce qu'il était pressé. Parce que Ouattara le pressait, donc sous la pression. Ça encore même, si on pousse bien, c'est nul. C'est de nul et de nul effet. Mais bon, c'est lui qui a rendu sa démission, bref. Et c'est comme ça. Il y a toujours des pressions. Et nous le savons. Le président Gbagbo a subi des pressions pour organiser les élections. Et vous le savez. Ce n'est pas Ouragan Steve Biko qui me dira le contraire. Ce n'est pas Kassoum Koulibaly, Kassoum Ouattara qui me dira le contraire. Nous tous, nous le savons. Tous les militants, les sympathisants et autres, les pro-Gbagbo et autres, tout ça savent bien que le président Gbagbo a subi beaucoup de pressions. Et il continue de subir des pressions. Il en subit tous les jours. Quand il était à La Haye, on nous disait qu'il y avait des négociations, il y avait ceci, il y avait cela. Et autres. Il a fait 8 ans de détention. Alors, ça n'a pas donné. Les Ivoiriens étaient tous les jours dans les rues. Alors, en Belgique, ici encore, on nous parle de négociations. Ils négocient quoi exactement? C'est quoi? Que le président passe à soi sans faire de la politique? Mais si c'est ça là, et si c'est ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont négocier. Ou bien s'il vient au pouvoir, il doit leur donner tous les contrats. Vous croyez que c'est ça qu'on négocie? C'est quoi exactement? Alors, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions, il faudrait qu'on réagisse, il faudrait qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on soit vigilant. On ne peut pas tomber dans ça. Souvenez-vous, j'ai deux exemples. Il y a Abdallah Ocalan, le patron du PKK. Il y a eu des pressions sur lui. Il est sorti quelque part dans une des fenêtres de sa prison, sous la pression, pour venir dire à ses militants d'arrêter toute manifestation. Depuis, il n'y a plus de manifestation en Europe pour demander sa libération et tout ça. Il est en train de mourir de sa mort tranquille, paisible et autres, sans rien du tout, sans aucune manifestation. Rien. Ça fait presque 20 ans maintenant. Vous voyez, les gens subissent des pressions. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, vous-même, vous êtes bien placé, vous le savez. Quand la rébellion a commencé là, c'est Obasanjo, il a fait décoller ces Alpha Jets qui sont venus atterrir à Abidjan. On lui a donné 12 heures ou 24 heures, moins que ça même, pour qu'il ramasse ses avions vite, vite, et qu'il retourne. Il n'a même pas hésité, et puis il a fait retourner ses avions. C'est des pressions. Son successeur, c'est Jonathan Goodluck ou je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas lui, on dit que Sarkozy l'appelait pendant 8 fois par jour un chef d'État d'un autre pays. Il l'appelait 8 fois par jour. Mais nous-mêmes, on a vu ici aussi que Thabo Mbeki a subi des pressions, mais Thabo Mbeki là,
ont mis la pression sur, comment l'autre là il s'appelle, Nelson Mandela, au point où il a été comment on appelle ça, invité ici en Angleterre, à Londres, où il a été reçu par la reine. On a mis la pression sur lui pour qu'il fasse une déclaration. Il a dit que ce qui se passait là-bas était inacceptable, c'était une forfaiture du pouvoir en place de Thabo Mbeki. Quelques jours après, ils l'ont remplacé, Thabo Mbeki, par Zuma. Zuma est venu, même les rebelles voulaient le prendre en otage. Il est sorti d'une rencontre sous la pointe des pieds où ses gardes de corps se cherchaient pour le protéger. Mais on l'a invité ici, je crois, à Paris. Il est parti, il a changé de discours, il a changé de langage. Même Kadhafi, c'est pareil. Donc, est-ce que nos dirigeants ne subissent pas des pressions? Oui, parce que en quoi ça dérange le fait qu'on manifeste et qu'on demande sa libération? Parce que ce que les gens ne disent pas, moi je vais vous le dire et je l'ai déjà dit une fois. Voilà, le juge s'est trompé plusieurs fois dans le procès. Le juge, là, deux fois, il arrache la parole aux avocats, hein, pour reformuler leurs questions. Ce n'est pas au juge, ce n'est pas son rôle de reformuler. Le juge, quand il veut poser question, lui-même pose sa question. Mais il ne reformule pas la question d'un avocat. Si la question est mal posée, tu lui dis que c'est mal posé, il repose sa question. Mais il ne prend pas la parole pour reformuler la question des avocats ou bien du procureur. Il a fait ça plusieurs fois dans le procès. Mais l'article 81, hein, 3C qu'il a soulevé, qui dit que en cas d'acquittement, le prévenu doit être immédiatement libéré, sous réserve de quelques conditions. Mais c'est clair. Dès que tu es acquitté là, normalement tu dois être libre et tu dois être libre immédiatement. Alors, là où il y a vice de procédure, c'est que le juge là, il demande au procureur de la République, au procureur de la CPI s'il veut faire appel. Et il insiste, mais ce n'est pas son rôle. C'est un vice de procédure. C'est passé inaperçu, mais il faudrait qu'on le soulève. C'est un vice de procédure. Ce n'est pas au juge de demander au procureur s'il veut faire appel. Le juge là, il est là pour dire le droit, pour rendre un verdict, pour rendre un jugement. Mais c'est à l'accusé, ou bien c'est au prévenu, c'est à lui qu'on lit ses droits. Le procureur, lui, sait ce qu'il est en train de faire, c'est lui qui poursuit. Donc s'il veut faire appel, c'est lui qui doit savoir, il sait comment il fait appel. Alors il ne le fait pas, il ne dit rien, il est surpris. Et puis c'est le juge maintenant qui s'assoit, embrouillé lui aussi. Peut-être parce que les gens étaient en train de jubiler dans la salle, donc ça a embrouillé le juge. Alors il s'assoit, il demande au monsieur s'il veut faire appel. Et lui aussi, il dit donnez-moi 30 minutes et le juge lui donne un jour complet. Et il revient maintenant après avoir pris recul et puis voit qu'effectivement il peut faire durer le plaisir et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant on nous apprend que le juge il a 20 000 dossiers, 20 000 pages. Mais nous on s'en fout, il n'a qu'à avoir 100 000 pages, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, 100 000 pages là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du jamais vu. On a vu ça, on connaît ça. Donc, ce n'est pas une raison suffisante. Voilà, il y a 4 chefs d'accusation. Voilà, ils sont 3 juges, chacun se prononce dessus et puis ils sont arrivés à un verdict. Je crois qu'il y a eu une dissension. Voilà, des arguments sont pertinents. On dit ouais, il ne veut pas commettre d'erreur. Mais à partir du moment où il y a dissension et qu'il y a un juge qui n'est pas trop d'accord, mais il va dire pourquoi il n'est pas d'accord. Donc si le procureur veut s'appuyer, il a dit un élément sur lequel il va s'appuyer, les arguments qui seront fournis par l'autre. Donc ce n'est pas sur les arguments fournis par les deux qui sont d'accord pour l'acquittement. Donc voilà, où ils veulent faire durer l'ANAC, ce n'est pas vrai. Et puis le juge là, nous-mêmes on sait, maintenant que le président Gbagbo est acquitté, il est sous condition, sous réserve, sous condition, hein, il est, disons, détenu dans un état, dans un pays où il ne peut pas traverser un certain nombre de kilomètres, de périmètres. Oui, sinon, il enfreint la règle. Et ça, ce n'est pas normal. Vous vous souvenez que le procureur voulait qu'on lui mette un bracelet électronique. Hein? Ce bracelet électronique, là, on le met à des gens qui ont commis une infraction
et qui ont été jugés et qui ont été reconnus coupables et qu'on leur permet de tomber, de descendre dans la société, donc on leur met ce bracelet-là, sous des conditions où il doit rentrer à telle heure, ou bien il ne doit pas dépasser tel périmètre, ainsi de suite. Ouais. Ou alors, quelqu'un qui n'a pas encore été jugé, voilà, qui est accusé d'avoir commis une infraction et autres, donc il n'est pas encore jugé, donc comme il sera encore dans la communauté, donc on lui met un bracelet. Mais ce n'est pas ce qui a été fait d'une certaine façon. Mais le juge, là, il n'est pas obligé de suivre les recommandations du procureur. Voilà. Le procureur, il est un procureur, il poursuit, mais le juge, il juge. Donc, il n'a pas besoin de le suivre. Or, on a l'impression qu'il fait tout pour satisfaire au désir de ce procureur. Alors là, il y a un problème. Si on ne réfléchit pas, on va se laisser entraîner dans cette marmaille, comme disent les Ossans, cette magouille. Ouais, c'est de la magouille. Dans tout procès, dans toute justice, il y a un délai pour faire appel. Dans ce cas précis de celui de la CPI, là, on ne sait pas, il n'y a pas de délai. Pourtant, on avait dit que le juge détenait, il avait jusqu'à fin février, je crois, ou bien fin mars pour nous donner sa détermination écrite. Mais jusque-là, ça fait combien de temps? Depuis janvier ou février, depuis le 1er ou 2 février qu'ils sont acquittés. Nous sommes encore là et ça fait plus de 4 mois. Alors, si lui il prend 6 mois, 7 mois pour rendre sa détermination sur 4 points, pour rendre sa détermination, le procureur aussi peut demander la même chose parce que je vais lire, je vais voir, patati patata. Alors, on est où là? À quel moment il y aura le procès? Or, dans toute procédure judiciaire, il y a un délai. Le délai est passé. Tout au plus, c'est 45 jours, je crois. Mais 3 mois même, c'est déjà trop. Comme ça, il n'y a pas de délai. On est où? Et nous, nous devons nous asseoir et regarder, sans manifestation, sans crier notre ras-le-bol, sans dire qu'on le détient, on détient le président Gbagbo en Belgique. Pourquoi? Quand on parle, les gens disent, oui, on va les déporter. Mais la déportation, ce n'est pas comme ça. Faites attention, c'est des termes juridiques. On ne déporte pas quelqu'un comme ça, tu le déportes où? Il vient de La Haye. Si tu n'es pas content, tu vas le retourner à La Haye. Il n'y a pas autre chose que tu peux faire. Voilà. Donc, on va l'amener nulle part. Nulle part. On ne peut pas l'extrader. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un terme juridique. Voilà. Il faut une certaine coopération entre les deux États pour un crime qui a été commis, soit sur le territoire d'où il vient, ou bien le territoire dans lequel il a commis l'infraction, ou bien dans son territoire d'origine. Bon, là, on n'est pas dans ce cas-là. Il vient de là, il a été jugé, et on dit, ouais, bon, en attendant que l'autre fasse appel, il faut attendre. Non, il n'y a rien qui démontre que effectivement, le président Gbagbo risque quelque chose. Il ne risque rien. Il ne risque rien. On ne peut pas nous distraire avec ça. Donc, rester là et puis ne pas manifester parce qu'il y a une pression sur lui, soit. Bon, on est là, on regarde. Eux-mêmes, ils ne voulaient même pas entendre parler du président Gbagbo. Ils ont été surpris que le président Gbagbo ait encore des gens derrière lui. Mais ils savent bien que les Africains, 1, 2, 3, ils vont aller danser. Oui, le président dit, il a quitté net, on danse. Et puis on continue de le maintenir. Mais non, ce n'est pas le lieu de danser. Même si on a dansé, on a fêté, mais à un certain moment aussi, on s'assoit et puis on dit, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui maintient le président là-bas et puis n'est pas libre de ses mouvements? Oui. Mais, vous voulez le déporter, c'est-à-dire si on le libère, si on dit, bon, on a fini. Vous avez fini, mais il est libre, il va où il veut. Il n'est pas obligé d'aller en Côte d'Ivoire. C'est lui qui décide où il veut aller. C'est comme ça. Il décide là où il veut aller. À partir du moment où il est libre, voilà, il peut aller là où il veut. Si vous ne voulez pas de lui en Europe, il peut se retrouver quelque part d'autre. Il y a lieu de réfléchir véritablement sur ce dossier, plutôt que de dire, oui, bon, nos dirigeants ont dit. Mais nos dirigeants peuvent être sous la contrainte, sous la pression. Ça, là, vous-même le savez, on a trop vécu ça en Côte d'Ivoire ici. Le président Gbagbo disait ici que, ouais, je ne me laisserai pas, la mort vaut mieux que le déshonneur. Je ne me laisserai pas déshonorer. Et je ne laisserai pas la Côte d'Ivoire déshonorée. Mais vous avez vu Dominique de Villepin pousser le président dans son dos. Président de la République, là. Lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était à l'époque. Pousser le président dans son dos pour qu'il parte signer. Pour rendre Seydou Diarra signer les accords de Kléber. Le président était à Bassoudi, il était arrêté là en train de regarder dans le vide.
il le regardait. Qu'est-ce que Dominique de Villepin a dit? Écoutez bien, allez-y réécoutez. Il dit, ouais, si vous ne le faites pas, la France prendra ses responsabilités. Ça veut dire quoi? C'est une menace. Donc tout ce qui a été signé là-bas, normalement, au plan du droit, c'est nul et non avenu. Le président Gbagbo est venu, il est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas mis Soro Diom ministre de la Défense? Qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé? On n'a pas mis, comment il s'appelle, Ouattara ministre de l'Intérieur. C'est parce que le peuple, les Ivoiriens se sont soulevés pour crier leur indignation. Ce n'était pas acceptable. C'est ainsi que ça a été repris. Le président Gbagbo, il est rentré. Donc de temps en temps, il faudrait que nous sachions lire au-delà de ce que les gens nous présentent. Nous, en tant que militants, nous devons lire au-delà. Voilà. Si on se trompe, ce n'est pas grave, mais ça ne coûte rien. Si ça doit coûter, qu'on analyse, qu'on s'asseye et qu'on analyse, oui. Mais faites passer les rumeurs. Voilà. Maintenant, là, les autres vous disent que, oui, le Front populaire ne nous a jamais appelé à une manifestation. Ce n'est pas une manifestation du Front populaire. Ça devient un peu difficile. Parce qu'on dit les partisans, on va manifester pour Gbagbo. Donc, c'est-à-dire, c'est des partisans de Gbagbo. Donc, ça rend la tâche difficile. C'est très difficile, mais bon, nous, on ne va pas aller contre la volonté de nos, ou bien se rebeller contre notre direction, ou bien contre nos leaders, mais il faudrait qu'on réfléchisse au-delà de ce qui nous est présenté. Voilà. Est-ce qu'ils ne subissent pas de pression? On a l'impression que oui. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit là, il n'y a pas grand-chose qui se dessine à l'horizon. Voilà. On les maintient là-bas maintenant. Pourquoi? Il y a des dossiers plus que ça. Dominique Strauss-Kahn, son petit problème là de viol. Il y a 6000 pages de dossiers. 6000. Alors, ça n'a pas été réglé. Petit problème de viol. Ou lui-même là, le viol là, c'est quand tu pénètres quelqu'un par voie normale, par la voie buccale, c'est ça non? Voilà, par la bouche, et puis ailleurs, sans son consentement. On a vu une servante qui prend le truc de quelqu'un pour mettre dans sa bouche. Elle-même là, elle met ça dans sa bouche. Et puis elle dit, il y a eu pression, il y a eu viol. Ça a été contre mon consentement. 6000 pages de dossier, on n'a pas mis le gars là-bas, on ne l'a pas arrêté. Il n'a pas fait des choses là, on ne l'a pas ruiné. Les pressions là, quand ils veulent te mettre ça, ils te les mettent. Quand les États-Unis disent que leurs soldats ne seront pas jugés, tu as entendu l'autre dire quelque chose, il n'a qu'à bien juger, elle n'a qu'à tenter. Elle n'a qu'à tenter. Et ça, ils savent. Voilà. Ils savent. Elle sait où elle va se retrouver. Voilà. Donc, nous autres, nous ne sommes pas contre la décision, mais aussi nous ne pouvons pas être contre ceux qui veulent manifester, parce qu'on veut bien voir ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Bruxelles, c'est le siège politique de l'Union européenne, et il faudrait que les gens sachent qu'on détient le président Gbagbo de façon illégale. Il l'a acté, mais il est maintenu. Il ne peut pas rendre visite à ses parents tranquillement. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas parler. Parce que tout ce qu'il dit est scruté, comment on appelle ça, est contrôlé, est filtré. Et tout ça, on cherche des éléments. Même quand il était de l'autre côté là-bas, c'était pareil. Ouais, il a des militants, il a ceci. Tout ce qui se passe dehors, c'est ce qu'ils veulent prendre. Mais Dieu merci, il a été acquitté malgré tout ça. On ne voulait pas le laisser en liberté provisoire simplement. Alors, mais on le maintient maintenant. Maintenant qu'il a acquitté. On ne peut pas maintenir quelqu'un qui est acquitté. Alors donc, sincèrement, nous réfléchissons, nous devons réfléchir, mais moi je ne peux pas être contre ceux qui sont en train de dire qu'ils vont aller marcher. Moi-même là, si je dois donner une position aux choses, je dirais allez-y, mais allez-y en grand nombre. Il ne faut pas se retrouver à 100 personnes ou bien 50 personnes et puis bon, tu vois, ça ne donne pas trop la force. Ouais, 2000, 3000, 4000, 5000. Vous vous retrouvez là-bas, ça c'est encore bien, et que les gens là, de temps en temps, ils soient perturbés pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici encore? Ah oui, on dit qu'il y a l'appel dur, et qu'on ne comprend pas pourquoi le président Gbagbo est encore ici, et qu'est-ce qui le maintient ici? Voilà, une détermination, ça se donne, c'est ça le principe de la justice. Voilà, nous sommes dans le principe de cette justice qui est anglo-américaine. Voilà.
C'est-à-dire que ce n'est pas la justice francophone là, ou bien française qui se joue là-bas. Et ici, on connaît les limites du juge, ce que le juge ne peut pas faire. Voilà, comme je vous l'ai dit là, ce n'est pas à lui de suivre ce que le procureur dit, parce que le procureur n'est pas juge. Voilà, c'est quoi, il y a un juge, c'est lui qui rend les décisions, il n'est pas obligé de le suivre. Et puis aussi, voilà, c'est pas 20 000 pages qui va venir lire et tout ça. Il y a 4 chefs d'accusation sur lesquels ils doivent se prononcer. Il y a eu des, on appelle ça, 82 témoignages. Alors, donc tout cela on prend et puis on décide et tout ça. Ils ont déjà décidé de façon verbale, c'est pas écrit là qui va être un problème. Voilà. Donc pour nous, nous ne comprenons pas encore jusque-là pourquoi il est encore là-bas. Ils n'ont qu'à nous donner les raisons. Voilà. Ils n'ont qu'à nous donner les vraies raisons qui le maintiennent là-bas. Je ne crois pas que ce soit sur la base de négociations. Et puis, voilà. Donc, tout le monde, chacun d'entre nous, réfléchit. Ouais. On n'ira pas contre la volonté de nos dirigeants par rapport au mot d'ordre qui a été donné, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir. Voilà. Il faudrait qu'à un certain moment, on ait le ras-le-bol. Les Blancs nous apprennent ça, ils ne sont pas d'accord, ils manifestent jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Aujourd'hui, là, gilet jaune ou bien gilet orange, je ne sais plus, parce que moi, ça ne m'intéresse pas là-bas. Ils sont tout le temps, ils nous continuent de manifester, non? Voilà, jusqu'à ce que les gens viennent avec de bonnes solutions. Ouais, donc c'est comme ça, petit à petit, nous aussi, on doit se faire entendre. Il faudrait que les gens sachent que nous existons aussi et que le président Gbagbo, qu'ils ont voulu qu'on délaisse ou bien qu'on laisse tomber depuis, donc la page devait être tournée depuis le début, ça n'a pas tourné. Ouais, on a eu un moment de repli, et on était un peu dans l'euphorie, on était content et on est optimiste, on est toujours optimiste, mais les manifestations, ils devaient normalement, ceux qui sont capables de mobiliser les gens pour aller manifester, là-bas aussi, il faudrait que, voilà, on leur donne ce droit-là. Voilà, je ne crois pas que c'est un droit, c'est reconnu partout. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement ici, c'est reconnu même à Bruxelles, c'est eux qui votent, qui élaborent, c'est eux qui font la politique de l'Union européenne, et c'est là-bas qu'ils se réunissent pour la plupart du temps. Donc, c'est tout à fait bienvenu même que des manifestations soient éclatées et que les gens sachent qu'effectivement, bon, il peut mettre la pression sur le président Gbagbo, mais pas sur tout le monde. De temps en temps, il faut aller contre ces façons de nous couler les becs. Voilà, nous qui sommes faibles. Voilà, il faudrait qu'on s'indigne et de façon, comme on appelle ça, normale, selon la voie, et selon la voie normale, et selon les tests et les règles. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Voilà, donc je crois que j'ai dit ce que je devais dire. Voilà, j'ai essayé de donner mon point de vue sur tout. Voilà, voilà, sur le problème de KKB et sur comment on appelle ça, le rapprochement FPI-PDCI. Et puis j'ai parlé aussi du troisième mandat de ce dernier. Et puis voilà, la suspension des manifs en Belgique. Voilà, ceci étant, je dis encore toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Yves Aipo, ouais, soit salué, je t'avais oublié. Voilà, et puis bien des choses à tout le monde. Et puis demeurons et demeurer dans le combat. C'est vrai, je ne me portais pas très bien ces derniers temps. Mais bon, voilà, doucement, par la grâce de Dieu, je crois que les choses vont aller. Et puis nous sommes à l'écoute. Voilà. Merci. Et on a tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres dossiers que nous allons essayer de d'éplucher un peu. Voilà, essayer de voir si des gens, les uns les autres m'envoient quelques vidéos. Kassoum Ouattara, je ne recevais plus trop tes vidéos, je ne les voyais pas, ni sur YouTube, ni quelque part. Donc ceux qui ont ça, qui nous les balancent aussi, voilà, Yves Aipo aussi, je ne recevais pas trop, Maïliba et puis Hervé Didier, eux, je les recevais de temps en temps. Donc je crois bien que s'il y a des choses, continuez de nous les balancer. C'était Konimbout. Voilà. Et nous sommes ensemble et puis voilà, la lutte continue. Au revoir.